Bienvenue dans Mauvaise Langue, le podcast qui vous emmène au cœur du sport de haut niveau. Je suis Nicolas Lang, basketteur professionnel, et je vais vous guider à travers les hauts et les bas d'un milieu impitoyable où chaque détail peut faire la différence. Rejoignez-moi pour partir à la rencontre des acteurs et des actrices qui définissent la performance et booster votre progression. Bienvenue à tous. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour les nombreux retours et les messages que j'ai reçus suite au premier épisode avec Axel Toupane. Aujourd'hui, j'accueille Manu Lacroix, qui est préparateur physique à l'Asvel depuis maintenant 11 saisons, avec qui il a gagné 4 titres de champion de France. J'ai rencontré Manu lorsque je suis passé par l'Asvel de 2015 à 2018. Il est également préparateur physique de l'équipe de France de basket, avec qui il vient de faire médaille d'argent sur les JO de Paris. Donc voilà, aujourd'hui, l'épisode sera en 2 parties, avec une première partie beaucoup plus axée sur la performance. Il va nous parler de son parcours, il va nous parler de l'évolution de la préparation physique dans le basket français, la différence également entre la préparation physique dans un sport individuel, un sport collectif. On va aussi aborder la formation, les jeunes joueurs et également les enfants. Et dans un second temps, j'ai eu la chance de rappeler Manu il y a quelques jours, parce que je voulais son retour par rapport aux Jeux Olympiques sur son rôle dans la préparation, sur une compétition qui est plus courte qu'une saison en club. Mais je voulais également son avis sur la dynamique du groupe, sur cet aspect mental qui a totalement switché entre la première et la deuxième semaine de compétition et qui a permis à l'équipe de France d'aller chercher une superbe médaille d'argent. Donc voilà, encore félicitations à eux. Et c'est parti pour notre conversation avec Manu Lacroix. Salut Manu, merci de me recevoir chez toi. Bah écoute, salut Nico, avec grand plaisir de te recevoir ici. Dans cette belle chambre. Voilà. Avant de commencer, nous ça fait quasiment 10 ans qu'on se connaît au final maintenant. 2015, 9 ans. 9 ans déjà. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, même si dans le milieu du basket, tu es quand même bien connu maintenant, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors rapidement, je suis préparateur physique depuis maintenant 22 ans. Et depuis 10 années à l'Asvel, depuis 3 ans avec l'équipe de France de basket, donc c'est ma position actuelle. Ok. T'es pas du milieu du basket à la base ? Pas du tout. Issu du milieu du foot. Footeux depuis mes 8 ans. Avant, j'étais un petit judoka. Judoka ? Ouais, un petit judoka, un petit peu. Ouais. Et puis après, footeux à fond jusqu'à mes 20 ans, 21 ans. Et après, les études qui m'ont amené très rapidement à basculer dans l'entraînement, à la préparation physique de haut niveau, parce que c'est une chance que j'ai eue, c'est qu'à 21 ans, j'étais déjà dans la préparation physique de haut niveau, m'ont empêché en fait de continuer à trop jouer au foot. Donc j'ai joué par intermittence et j'ai basculé dans diverses disciplines et j'ai été, on va dire, plutôt adopté par le basket, puisque aujourd'hui, si je rajoute les 4 années de l'HD à Dijon, plus les 3 années avec les filles à Dijon aussi en deuxième division féminine, ça nous fait 4, 7 et ça fait 17 années dans le basket. Ouais. Et justement, quand tu jouais au foot, est-ce que la prépa physique, c'est déjà quelque chose qui t'intéressait ou alors c'était encore assez lointain à l'époque ? Au départ très lointain, mais après on a eu un préparateur physique quand j'étais en U15 qui venait du canoë-kayak, qui était entraîneur de canoë-kayak et qui est arrivé, qui a commencé à nous faire de la préparation physique sans ballon en fait. C'était en quelle année ça à peu près ? Je suis de 81, je dirais dans les années 94, 95, quelque chose comme ça, ouais. Et le mec est arrivé, il a commencé à intégrer tout ce qui était travail intermittent, travail de force, enchaîné, tu faisais du travail sur le bas du corps, enchaîné avec des têtes, enfin des trucs qui étaient complètement, à l'époque, hors norme, mais vraiment hors norme dans le foot, parce que la préparation physique dans le milieu du foot, elle a changé autour des années... je dirais 2000 quand même, à vraiment se professionnaliser dans le travail de la force, de l'intermittent. Avant, on était quand même sur le travail foncier plus. Donc, c'était vraiment quelque chose de novateur. Donc, c'est le premier truc qui m'a choqué, qui m'a intéressé, parce que c'était intéressant comme Il venait de l'aviron, t'as dit ? Canoë-kayak. Canoë-kayak. Ouais. Ah ouais, c'est pas du tout... Complètement rien à voir. Mais son fils jouait dans l'équipe. Son fils, en plus, c'était mon meilleur ami à l'époque. Et donc, il est venu, évidemment, bénévolement. T'es encore en contact maintenant ? Non, j'ai des nouvelles, oui, évidemment, avec son fils. Lui, on s'est perdu de vue depuis pas mal de temps. On s'était revus il y a une dizaine d'années sur Auxerre.
Mais lui, il avait fait les JO, il me semble qu'il avait fait Munich, il avait fait Barcelone. Enfin, c'était un mec plutôt capé au niveau canoë-kayak. Ouais, donc il avait déjà la crédibilité. Ouais, clairement. Puis il avait le charisme. Il abordait le truc comme un vrai préparateur physique. Et j'ai encore souvenir, si tu veux, de ces courses de 15 secondes intenses qui m'avaient secoué, quoi. C'était quoi l'exo? Oh, je me rappelle plus, mais j'ai souvenir il y avait des carrés. Je me souviens qu'il y avait vraiment du temps de travail et du temps de récup. Enfin, c'est vraiment des choses qui étaient vraiment, vraiment nouvelles. Et je me rappelle très bien aussi qu'il m'avait donné une clé de salle de musculation pour moi et 2 autres joueurs. Et on avait accès à la salle de musculation de l'athlétisme entre amis. Donc on avait passé tout un été dans la salle de muscu à chercher, à essayer de s'inventer des programmes tous les trois. Je me rappelle très bien encore les réflexions qui étaient un peu différentes. Et on se demandait si il fallait faire le bench press de cette manière ou en pronation, supination, on savait pas trop. Et ce qui allait surtout former les pectoraux pour que ça plaise aux filles à l'époque. Je vois le truc. C'est vrai que même moi, c'était 2008 encore, je me souviens, acheter les magazines Men Health parce qu'on n'avait pas de prépa physique et je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelque chose. Ouais. Et je me disais, bon, ils ont l'air tous. Moi, je sais que ça se voit pas, mais j'ai fait quelques programmes Men Health du coup. Quelques-uns. Ouais. Et au final, comment t'es arrivé dans le basket? Parce que ça, je te l'ai jamais vraiment demandé. Parce que passer du foot au basket, tu vois, avant, c'est pas un peu très une simple, réflexion en que je fait. me posais. Mon cursus universitaire m'a amené donc à Dijon. Et à Dijon, il y a le centre d'expertise de la performance donc, qui a été rebaptisé Gilles Cometti au décès de Gilles Cometti. Donc moi, à l'époque, quand je suis arrivé, Gilles Cometti était un pionnier de la préparation physique, travail de force dans le foot, mais également dans pas mal d'autres disciplines. Et il était maître de conférence à l'université. Et, moi, je l'ai rencontré, j'ai acheté ses bouquins dès la première année. Et je me suis présenté à lui fin de ma 2e année, donc j'étais en DUG, en lui disant, bah voilà, moi cet été, je reste sur Dijon si vous le souhaitez, je fais un stage gratuit pour vous. La préparation physique, l'entraînement, ça m'intéresse, je veux m'investir. Il m'a dit, ok, je garde tes coordonnées. Et très rapidement, en fait, il m'a convoqué sur des rendez-vous pour aider. Alors au départ, tu fais rien, hein, tu portes les bouteilles d'eau, quoi, mais t'apprends comme ça. Et puis au bout d'un moment, bah, ils te font faire des choses. Et bref, tu rentres dans le cursus. Et dans ce centre-là, il y avait donc plein de sports. Et donc à partir de l'année suivante, c'est là que j'ai commencé à avoir des responsabilités sur différents sports. Le patinage de vitesse. Et derrière, il m'a proposé d'entraîner les filles en Ligue 2 féminine. Donc j'ai fait 1 année avec elles. Et derrière, à la fin de cette année-là, ou 2 ans après, je sais plus, j'entraîne aussi Marion Bartoli au tennis. Il y a Jacques Monclar, qui doit avoir écho pas de la réputation du centre, de ce qu'on y fait au basket, qui vient et qui présente un projet à Gilles Cometti. Je suis présent le jour où il présente le projet, parce que Gilles voulait que je sois là. Et il lui dit, bah voilà, on signe l'année prochaine, on change complètement, on signe 3 ou 4 jeunes joueurs, des prospects, donc j'ai besoin d'un préparateur physique qui s'occupe d'eux, et pourquoi pas qui puisse aussi collaborer avec l'effectif professionnel, on jouera à la Coupe d'Europe, etc. Voilà. Et donc on met en place le projet, on signe le contrat, et donc je suis balancé à prépa physique donc de la JDA. Au départ, je pensais que c'était juste pour les 4 prospects et faire 2-3 babioles, et en fait je suis évidemment avec les 4 prospects, le centre de formation, mais aussi l'équipe pro quasiment chaque jour, quoi. Donc t'as quand même trouvé un contrat dans le monde professionnel assez rapidement au final. Ouais, mais alors c'est des contrats atypiques, parce qu'en fait c'est des contrats avec l'université. Donc moi j'étais salarié de l'université et le club venait faire un contrat avec l'université. Okay. Donc c'est un peu particulier parce que le club ne payait pas par exemple les charges salariales. Donc c'est quand même assez atypique. Avantageux pour eux aussi. Avantageux pour eux et pour moi aussi, parce que moins de crainte d'embaucher quelqu'un, et finalement j'ai pu me faire la main très rapidement comme ça. Je pense que ça a été vraiment une grosse opportunité pour moi. Et tu parlais de Marion Bartoli, du tennis, du patinage artistique. Patinage de vitesse. Patinage de vitesse. Track, ouais. C'est quoi pour toi un peu la différence entre la préparation physique dans le sport individuel et dans le sport collectif? Là déjà on parle de toute façon de disciplines très très différentes. Donc là en termes de différence d'approche de la préparation physique, c'est évidemment des choses qui sont assez opposées, même si la logique reste la même à mon sens. Tu dois t'adapter déjà à la culture du sport. Par exemple, les patineurs de vitesse que j'entraînais s'entraînaient 3 fois par jour. Donc tu as une culture du travail, de l'entraînement, tu peux mettre quand même beaucoup de choses en place. Quand tu arrives dans le basket, tu connais, doubler déjà aujourd'hui ça devient difficile. Donc c'est des choses un petit peu différentes.
Et après, pour rebondir sur ta question qui est plutôt sur différents sports individuels, sport co, le sport individuel, bah, évidemment, tu vas être un petit peu plus précis. Tu vas être dans un accompagnement plus global parce que tu as le temps en fait, de faire toutes les différentes facettes en fait, de l'athlète, ce que tu n'as pas dans le sport collectif. Après, le sport collectif a quand même une dimension très importante sur la dynamique de groupe. Donc, tu peux mettre quand même des choses beaucoup plus en place. Donc, concrètement, sur la préparation physique, le travail en groupe, le travail en circuit, des choses comme ça, c'est des choses où tu peux mettre une dynamique de travail collective que tu ne peux pas faire en sport individuel. Et quand tu arrives dans le basket, toi qui viens du foot, ta connaissance basket, elle en était où? Bah, vraiment très très banal, hein. C'est regarder des matchs, évidemment, s'intéresser à l'activité. Donc derrière, l'approche, c'est déjà avoir beaucoup d'humilité, écouter un peu les demandes des entraîneurs et adapter déjà tes connaissances en préparation physique d'une manière générale aux basketteurs. Voilà, tu rentres comme ça. Et puis après, tu bosses, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu es préparateur physique, tu as accès à beaucoup de... alors, soit des ouvrages, soit aujourd'hui des articles scientifiques, des revues de littérature, où on analyse l'effort du basketteur, quel rapport par exemple entre la force développée en squat et le premier pas d'un basketteur. Enfin, il y a pas mal d'articles comme ça d'expériences qui ont été faits, donc toi, tu bookines tout ça et au bout d'un moment tu commences à avoir des choses qui ressortent. Il y avait déjà ça à l'époque du coup? Ouais, il y avait déjà ça. Alors après, c'était pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les études étaient avec de la vidéo, mais il me semble qu'il y avait d'ailleurs une étude qui a été réalisée sur Chalon-sur-Saône à l'époque par un étudiant, et qui avait déjà normé le nombre de sprints par minute du basketteur, l'activité du basketteur. Donc en fait, tu te bases là-dessus, sur des articles, sur des ouvrages que tu peux trouver sur Internet, dans des revues un peu plus scientifiques. Et puis, ça te permet de designer un peu le truc. Et puis, au final, le fait de passer du temps au bord du terrain, d'écouter, de voir, au bout d'un moment, quand même, t'es quand même imprégné des choses. Et si t'es pas trop bête, tu t'arrives à comprendre. Qualité, curiosité, essayer de, comme tu disais, humilité aussi. Donc en fait, toi, tu serais allé dans le patinage de vitesse, tennis, basket. T'aurais l'impression réussi quoi qu'il arrive, quoi. Aujourd'hui, dans mon CV, j'ai 6 ou 7 sports à très haut niveau. Donc j'ai le handball, j'ai du VTT, j'ai du short track, j'ai du tennis, j'ai du basket, j'ai du foot. J'ai pas eu de plainte contre moi ou trop d'échecs, on va dire, sur le travail d'un préparation physique. Donc je pense que j'ai la capacité de m'adapter à chaque fois. Donc je pense que c'est... alors je sais pas si c'est quelque chose de spécifique à moi, mais j'ai l'impression que c'est jouable, enfin c'est vraiment faisable de transférer. Après, tout dépend aussi le rôle que tu veux donner aux préparateurs physiques. Tu vois, par exemple, dans le foot aujourd'hui, ils veulent des préparateurs physiques qui soient quand même très très proches des coachs. Donc si t'es pas footeux, si t'as pas un diplôme d'entraîneur, c'est impossible. Sans parler du réseau, tu vas être sur le terrain et on va te demander d'animer un échauffement avec ballon et ça sera de la préparation physique. Bon, si t'es pas entraîneur de foot, t'es pas footeux, c'est impossible. Tu vois. Au basket, on me demande pas ça. Et quand t'es arrivé du coup dans le basket, donc c'était quelle année exactement ça? 2006, ma première expérience avec les garçons à Dijon. Ouais. Et 2004. Comment tu jugeais l'état global de la préparation physique? Est-ce que par rapport au foot, je pense qu'on était un peu en retard quand même? Ouais, bah clairement en retard. Et quand tu arrives là, tu te dis waouh, c'est des dinosaures les mecs. Il y a un monde. Ce qui est la première chose qui choque un peu, c'est on va dire le professionnalisme des joueurs. Ensuite, c'est le niveau des moyens matériels. Voilà, quand tu regardes quel matériel vous avez, tu vois un peu le vestiaire du club et que tu vois un medicine ball, de corde à sauter, un tapis, bah évidemment tu te dis il y a eu un effort d'investissement fait à ce niveau-là, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, c'est encore d'actualité, hein, qu'on soit clair. C'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander comment tu juges l'évolution. Est-ce que c'est vraiment Alors aujourd'hui, il y a une vraie évolution parce qu'à l'époque, je pense que je fais figure d'ovni dans le milieu du basket parce que des préparateurs physiques, pas à temps plein, mais en tout cas concentrés sur une équipe qui ne font que ça, il y en avait très très peu. On devait être peut-être 2 ou 3 en première division. Aujourd'hui, il y en a quasiment un à temps plein par équipe. Donc ça, c'est quand même une progression. Mais tu vois, on parle de 2006. Aujourd'hui, on est 18 ans après. T'as déjà vu la salle de muscu de Monaco? Oui, voilà. Donc, tu dis c'est ça. Potentiel Final Four l'année dernière, complètement. quart de finale l'année d'après, et donc t'imagines une équipe en Ligue des Champions de foot. C'est le gros contraste et le gros truc que je n'arrive pas à saisir en France, c'est que
à la fois on est une nation qui domine par ses paramètres athlétiques, parce qu'aujourd'hui les joueurs qui sortent, qui vont en NBA, enfin aujourd'hui voilà, tu fais numéro 1 à la draft l'année dernière, cette année tu vas en mettre 2 dans le top 5, l'année prochaine le petit Traoré ça se trouve il sera top 3, top 5 draft, enfin, c'est quand même extraordinaire pour une nation comme la France, et je passe les précédents. Mais c'est aussi parce que ces gamins-là, donc ils ont du basket, mais aussi ils ont des qualités techniques, physiques hors normes, de très haut niveau. Et à côté de ça, l'investissement qui est mis sur le travail physique en club, etc., il est quand même globalement minimaliste ou limité, quoi. Ouais, c'est vrai. Et par rapport aux joueurs en soi, sur la conscience, tu vois, de l'importance de la prépa physique, tu as senti une évolution? Une énorme évolution. Je pense que c'est le truc qui aujourd'hui, si je fais un retour en arrière, me choque le plus. Aujourd'hui, tu as quand même des discussions avec des joueurs, bon, on en a toi et moi, mais moi, les joueurs au quotidien, voilà, tu parles le même langage, ils ont des process de développement, tu vas parler de travail excentrique, ils vont savoir à quoi ça correspond, ils ont beaucoup d'autonomie dans le travail, ils aiment bien, enfin c'est... Vraiment, à ce niveau-là, par contre, les joueurs ont une évolution, je pense, dans la prise en charge et dans le travail individuel au niveau de la préparation physique qui est assez extraordinaire. Et pourquoi tu penses que les clubs, du coup, ils font pas, tu vois, ils essaient pas plus de se développer de ce côté-là? Je pense que le niveau économique du basket français ne lui permet pas actuellement de mettre un peu plus d'argent là-dessus. Puis on va pas se mentir, c'est vrai que d'une manière efficace, mettre plus d'argent sur la préparation physique n'a aucune garantie de résultat, ne donne aucune garantie de résultat. Il y a beaucoup de choses qui, au final, n'ont pas forcément, tu vois, garantie de résultat. T'as raison. Mais par contre, on est tous d'accord pour dire que c'est dans les détails que tu vas. T'as raison, mais en France, je pense qu'on n'a pas franchi le cas. Je pense que t'es bien placé pour le savoir. Il me semble que quand vous faites le triplé avec Chalon-sur-Saône, je crois pas que vous ayez de préparateur physique à l'époque. Si, on avait Manu Pinda. Ouais. Mais tu vois, il était coach GKD, quoi. Voilà, qui n'était pas à temps plein. Donc tu vois, tu peux performer, tu peux gagner des titres, tu peux faire des choses sans préparateur physique, j'ai l'impression, malgré tout. Tu vois, tu peux arriver à trouver ce truc-là. Même si, évidemment, je vais défendre ma profession et je pense que c'est quelque chose d'important dans la performance, dans la continuité et la régularité. Mais tu peux y arriver. Donc, c'est difficile aujourd'hui, tant qu'il y aura ça... Ouais, mais dans ce cas-là, tu peux dire ça pour plein de choses. Ouais. Tu vois, tu peux gagner des matchs en allant en marchant à Gravelines et ça se trouve, le lendemain, tu gagnes. Exactement. Tu vois. Exactement. Pourquoi on prend un bus, tu vois. Ah, bah exactement. mais bien entendu, mais ça, tu l'as. Hein. Puis tu le connais aujourd'hui dans les instances de direction. Il suffit que tu fasses un déplacement à la Moilleneux et que tu gagnes le match. On dit, bah voilà, ça sert à rien finalement de prendre un avion privé. Ouais, effectivement, sauf que mis bout à bout, ce sont des erreurs en fait. Ouais. Une fois ça passe. J'ai l'impression qu'avant on considérait ça comme des détails, mais maintenant c'est plus du tout des détails. Complètement. Mais je pense que ça évoluera seulement si le niveau économique du basket français. Ça coûte vraiment cher avoir une bonne salle de muscu avec du matos correct. Ouais, une salle de muscu, ça peut monter jusqu'à 100 000 euros, tu vois, en termes de matériel, sans avoir des trucs de fou, mais si tu veux équiper pour 10-12 joueurs et avoir du matériel dans un espace, je parle d'un espace restreint, mais on va appeler quand même correct, tu peux en avoir pour 100 000 balles, quoi. Et tu parlais du niveau de professionnalisme des joueurs. Moi, des fois, j'ai limite l'impression que c'est un peu trop, tu vois. Pas trop dans le sens... mais tu vois, avant, il y a le fait de se faire mal, faire des efforts, travailler à l'entraînement. Maintenant, j'ai l'impression que tu vois beaucoup de mecs qui prennent soin d'eux, mais limite un peu trop, tu vois. Ça va être que des petits exos... un peu de proprioception, et des fois tu te demandes si ça fait un peu semblant de travailler ou si c'est vraiment t'as raison, rigoureux, parce que ça a changé aussi dans la préparation physique. C'est qu'avant on parlait beaucoup plus de performance et d'amélioration des qualités physiques. Aujourd'hui, ton premier mot que tu as à la bouche, c'est prévention. Donc qui dit prévention, c'est peur des blessures, c'est peur de la surcharge, c'est suivi de la charge, c'est management de la charge. Tu vois, aujourd'hui voilà, on a des marqueurs qu'on utilise à l'ASVEL qui nous font manager des joueurs. Donc il y a des jours, ils s'entraînent moins, etc. Donc effectivement, t'es pas dans le dépassement de soi. T'es dans le management de la charge parce que tu penses et t'as l'impression que c'est ça qui va le préserver. Plus vous avec l'Euroleague, est-ce que t'as vraiment le temps de travailler vraiment encore ? Ouais, pour moi, c'est du travail quotidien. Alors, si c'est 30 minutes par jour, c'est 30 minutes par jour. Mais pour moi, 30 minutes, c'est déjà 30 minutes de travail. Tu vois, tu vas être focalisé sur un groupe musculaire ou quelque chose de particulier, mais tu vas quand même bosser. Parce que vous jouez des fois quoi, 3-4 fois par semaine ? Ouais, 3-4 fois par semaine. Ouais. 4 fois des fois, ça arrive ? Ouais, ça arrive, ouais. Et là, en fait, tu fais... Déjà, je trouve qu'entre une saison sans Coupe d'Europe et avec Coupe d'Europe, donc un match par semaine, je trouve ça assez incroyable comment tu as le temps vraiment de récupérer... T'as ton jour de repos le lendemain du match, te remettre dedans et bien travailler. Ouais. Par contre, je vous dis 4 fois par semaine,
Bon, après, tout dépend de ton temps de jeu aussi. Complètement. Mais, Tu vas séparer évidemment ceux qui jouent moins ou pas, qui eux vont toujours avoir une séquence de travail parce qu'il faut les garder sous le coude et puis tu dois les charger pour pas les désentraîner. Après les autres, tu vas soigner beaucoup tout ce qui va être échauffement. Donc l'échauffement pour moi, ça va être en salle de musculation, sur des routines individuelles, sur des pathologies, des choses particulières. Ça va être aussi la montée en charge dans l'entraînement collectif, tu vois, ça c'est des choses qu'on discute beaucoup. C'est avoir un échauffement qui soit peut-être beaucoup plus progressif, mais finir avec des choses très intenses avant d'attaquer le basket. Enfin, c'est ce genre de détails-là que tu vas soigner. Et d'ailleurs, en NBA, tu les vois souvent faire de la muscu après les matchs. Ouais. Ça, c'est peut-être un truc, quand tu joues beaucoup, Très c'est peut-être la seule efficace, façon finale de Complètement, travailler, quoi. complètement, parce que en fait, l'idée, c'est déjà de profiter un peu de l'adrénaline des joueurs. Tu sais bien qu'après un match, Ouais, t'as pas envie de dormir. même le mec qui a joué 0 minutes, bah voilà, il s'est préparé pour jouer, il a bu son café pour pas qu'il ait pris du Red Bull. Il est énervé d'avoir joué 0 Il est minutes. énervé, donc tu peux profiter de ce moment-là pour finalement remettre une dose de travail à ce moment-là. Et ce qui te limite, si le lendemain, par exemple, tu as un voyage ou tu as un entraînement, bah, c'est du temps de gagner par rapport à ça. Donc si tu as le voyage, bah, tu as fait ta séance de muscu, donc le voyage va pas t'altérer ta séance de muscu. Et si tu as entraînement, bah, ça veut dire que le lendemain, tu peux te présenter au coach et dire, bah voilà, moi j'ai fait tous mes nécessaires sur la muscu, tout le monde est à jour. Donc tu as l'équipe quasiment ensemble qui peut travailler sur autre chose que sur un travail physique en fait. Et t'arrives toujours à mettre ce travail en place? Je sais pas si tu arrives dans une salle où il n'y a pas forcément de salle de muscu. Ouais, non, c'est difficile. Tu as l'aspect évidemment logistique. Donc ça va dépendre des clubs où tu es. Tu as des clubs en Europe qui vont pas t'ouvrir leur salle de muscu après les matchs. Il y en a qui vont te les laisser. Ah ouais, ils sont à ce point-là? Ouais, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver parce que aussi les salles de muscu en Europe sont construites, sont adjacentes au vestiaire de l'équipe. Ah, ok. Donc effectivement, ça, c'est normal que tu puisses pas avoir accès à ça. C'est aussi logique, tu vois. Et sur la charge comme ça, par rapport à l'équipe de France, t'es un peu dans le même cas de figure Pareil. Ouais. Ouais, pareil. Et puis bon, t'as des garçons comme Rudy Gobert ou Evan Fournier qui sont demandeurs de ça, tu vois. Donc eux, ils peuvent être moteurs en fait de ce travail-là. Donc il m'arrive souvent d'avoir 5-6 joueurs après les matchs sur un cycle de muscu de 20-25 minutes, tu vois. Ouais. Et quand t'as des mecs comme ça qui prennent des contrats à 100 millions, Ouais. t'as jamais peur, toi, de... Non, ça me stresse pas. Ouais, non. Bon, tu sais ce que tu fais en même temps. Donc, et eux aussi, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Ouais, ça me stresse pas parce qu'en fait, plus t'arrives sur des athlètes de haut niveau, plus c'est des mecs qui se connaissent et qui maîtrisent quand même la chose. Donc non, ça me stresse pas. Je me suis toujours posé la question, effectivement, si plus t'entraînais des mecs à haut salaire et ça te stressait plus, mais écoute, j'ai jamais ressenti ça. Et puis après, de toute façon, s'ils se blessent, ce sera de ta faute. S'ils performent, ce sera grâce au coach. Non, et s'ils performent pas... j'espère qu'on sort quand même de ce schéma parce que la performance et la blessure, c'est deux choses qui sont plurifactorielles. Non, mais par contre, je l'ai encore vu cette année où un mec qui était un peu dans le trou, on dira pas le nom, il a quand même dit c'est parce qu'on n'est pas assez en forme au niveau du cardio. T'as l'impression que le joueur, s'il s'entraîne pas assez, enfin, en fait, s'il joue mal, il va dire on s'entraîne pas assez. S'il joue mal, des fois, il va dire on s'entraîne trop, on est fatigué. Moi, je pars du principe de toute façon que le joueur, il va pas d'abord se regarder lui-même. Il va déjà trouver des raisons un petit peu extrinsèques de trouver sa mauvaise performance. Alors le coach est le premier levier. Après, t'en trouves plusieurs, tu vois. Mais le premier réflexe, mais il est complètement normal. Il est assez humain, tu vois. Et puis là c'était une réaction à chaud pour le coup, donc après dans la discussion quand tu discutes c'est plus du tout les mêmes mots qui ressortent, tu vois. Ouais, tu le vois dans tous les sports en plus, hein. Complètement, dans tous le les sports. foot, dans tous les sports. C'était quoi, c'était à l'Olympique Lyonnais ou carrément ils avaient refait une prépa, ils avaient viré le prépa physique, je crois. Ouais, il y a eu plein de choses. Moi j'ai un copain qui avait signé à l'OL et quand il y a eu plein de blessures c'est lui qui avait été brûlé comme Jeanne d'Arc. Ah ouais. Ouais, alors que bon, pour savoir de source sûre, tu savais que le coach gérait quand même les charges d'entraînement à sa manière. Donc, t'as pas l'impression qu'il n'y a pas de vérité au final? Il n'y a pas de vérité. J'ai l'impression que sur les... Non, mais de toute façon, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de vérité. Après, il y a une chose quand même qui, pour moi, c'est quand même le travail. Au bout d'un moment, tu peux plus mentir. Donc, je pense que ça peut passer une année ou une saison pour un joueur, mais le travail, la régularité, dans tous les aspects, hein, tactique, technique, l'écoute, la discipline, ce que tu peux mettre avec tes coéquipiers, la préparation physique, ta vie personnelle, tout ça, si tu maîtrises pas tous ces trucs-là, au bout d'un moment, je pense que c'est pas possible. Tu peux surprendre une fois, 2 fois, mais au bout de 2 ans, c'est fini, quoi. Et tu penses que par exemple sur la charge, parce que moi quand je te dis il n'y a pas de vérité, tu vois, il y a des coachs qui vont te faire s'entraîner 45 minutes, 1 heure grand max. Mais pour eux, tu vois, c'est du travail. Tu vois, c'est pas parce que c'est pas que la longueur qui compte, tu vois. Complètement.
Mais tout dépend en fait tes attentes. Si tu es coach qui est. Enfin, tu vois, moi je suis préparateur physique, mais je suis coach dépendant. Donc j'ai connu des coachs, tu t'entraînes 45 minutes, mais c'est que du jeu. Que du jeu très intense. Bah ok, donc ça a du sens que c'est 45 minutes. Tu sais que ce coach-là, il veut de l'intensité sur de la courte durée. Ça va pas t'empêcher de performer. Donc toi, tu vas compléter avec d'autres choses et tu peux réussir. Tu as d'autres coachs qui vont s'entraîner peut-être 1 heure et demie, 2 heures, et ça sera que du cognitif, que de l'information, du tactique, du stratégique. Mais toi, tu vas compléter avec d'autres choses à côté et ça t'empêchera pas du coup de performer sur le terrain d'une autre manière. Tu vois? Et comment tu gères un joueur, par exemple, dans une équipe d'Euroleague, ben voilà, il y a des rosters où il y en a clairement qui ne voient pas le terrain Ouais. pendant 5-6 matchs. Et après, s'il y a une blessure, ils doivent être prêts. Est-ce que ces joueurs, tu te dis, bon, toi, tu es au placard pendant quelques mois, on va vraiment en profiter pour progresser? Ou alors, c'est plus dans un état d'esprit, juste le garder ce qu'il faut au cas où, tu vois? Non, je pense que moi je pars du principe que bon, un joueur de haut niveau qui est, comme tu dis, au placard, il va lui manquer quelque chose. C'est-à-dire qu'il a pas le match, il a plus d'objectif. Donc l'idée pour moi, pour le garder sous stimulation, on va dire mentale, c'est lui trouver des objectifs. Donc effectivement, c'est donner un axe de progression. Donc l'axe de progression, en plus de l'entretenir, ça peut être un axe de progression physique. Voilà, on a le temps. Écoute, on va travailler tes jambes, tu seras mieux, tu auras plus de cannes quand tu rejoueras, etc. Et donc là, tu vas lui donner un objectif. Et donc le mec, quand il va venir à toi pour faire des séances de travail supplémentaires, il travaillera pour rester en forme, mais aussi avec un objectif, un truc qui peut un peu l'exciter quand même, ouais. et le stimuler sur l'investissement. Parce qu'il faut prendre quand même les choses dans l'ordre. Un joueur, c'est un humain avant tout, avant d'être quelqu'un qui est payé, parce que j'entends tout le temps, ouais, mais il gagne beaucoup d'argent, donc du coup, il doit faire ci, il doit faire ça, c'est pas normal d'être déçu parce que tu gagnes beaucoup d'argent. Mais non, mais ça n'a rien à voir, t'es un humain avant tout, donc tu vas avoir des réactions comme n'importe qui. Donc tu dois le traiter d'abord comme ça, avant de lui dire, ah, t'as un contrat, t'es payé, tu dois faire ci. Tu dois essayer de le solliciter par des moyens pédagogiques normaux, quoi. Ouais, et puis tu dois aussi faire un peu psychologue, je pense. Bien sûr, mais pour moi, c'est une des bases, hein, c'est avoir C'est vrai que prépa physique, c'est quand même le métier où tout le monde vient te dire ce qu'il pense. Ouais, moi j'ai l'impression que une des compétences du préparateur physique, en tout cas c'est ce que je dis à tous les jeunes que je reçois qui veulent faire ce métier-là, il y a une vraie compétence humaine. Parce que comme tu dis, les joueurs viennent, ils vont te dire plein de trucs. Il y a des trucs que tu dois savoir interpréter, il y a des choses que tu dois répéter, il y a des choses que tu ne dois pas répéter. Il y a des choses qui doivent rester vraiment secrets et que personne ne doit jamais savoir, parce qu'il y a des choses qui peuvent vexer des coachs, il y a des choses qui peuvent vexer un staff médical, qui peuvent vexer un coéquipier, donc il y a des choses à garder pour soi dans le relationnel. Donc je pense que c'est une vraie compétence humaine d'accompagner des sportifs de haut niveau tous les jours. Ouais, c'est clair. Et on parlait de la charge avant sur la saison. Au niveau de l'été, toi, tu vois ça comment? Tu vois ça plutôt comme une période pour vraiment se reposer? Ou au contraire, plutôt, bon, ben, tu les vois généralement à l'égalité. Alors, la plupart du temps, tu as l'impression qu'ils vont tous faire la saison de l'année d'après, et finalement, c'est pas forcément le cas. Donc, entre ce que tu vois et ce qui est vrai, il y a toujours une différence. Mais toi, comment tu vois la répartition entre développement et repos? Bon, évidemment, alors, il faut contextualiser. Ça dépend si tu as joué 40 matchs ou 85 dans une saison. Si tu en as joué 40, bon, le repos, il est vite là. Tu vois, tu décroches un peu psychologiquement. Et après, je pense que tu peux profiter de ton temps pour travailler des points précis ou tout du moins te préparer pour la saison suivante. Quand tu as joué une saison éreintante, 85 matchs ou une saison d'Euroleague, voilà, il faut quand même prendre du temps pour décrocher et après reprendre le temps pour mettre la machine en route. Après, moi je sais que déjà plus tu es un joueur, on va dire, âgé, alors quand je dis âgé, attention, je pense qu'à partir de 30, 31, 32 ans, je mets dans ce registre-là, ça veut pas dire que tu es fini mais tu es âgé. Je pense que plus tu t'arrêtes, plus c'est difficile de repartir. T'as pas la faculté d'un jeune de repartir de rien. Donc tu dois conserver un contact avec le sport, quel qu'il soit, ou avec le travail physique. Sinon tu galères trop. Tu vois, il faut toujours rester là. Et pour les jeunes, par exemple, les plus jeunes, par contre, là, c'est des axes de développement forts, quoi. C'est le moment. Là, il y en a un, tu vois, qui n'a pas été retenu en sélection nationale. Bah, c'est son premier été qu'il va avoir de libre. Bah, tu vois, c'est fixation d'objectifs pour rester motivé. Le gamin, je lui ai dit, écoute, là, c'est le moment de travailler les cannes, quoi. C'est-à-dire qu'en saison, tu peux pas surcharger les cannes. Là, tu vas travailler les cannes et on se donne un objectif, c'est que quand tu arrives sur la saison prochaine, tu as des jambes plus fortes, donc tu seras un peu plus explosif, des appuis un peu meilleurs et tu auras peut-être quelque chose d'un peu mieux sur le terrain, quoi.
Et ça, c'est plutôt à distance avec même un jeune joueur comme ça, ou tu l'en... Bah là, c'est à distance parce que c'est compliqué. Le mieux, évidemment, c'est d'accompagner, mais t'imagines que Ouais. c'est un travail qui mérite rémunération, donc Ouais. c'est un engagement, c'est compliqué, tu vois, pour des jeunes joueurs. Je pense que par contre, ceux qui ont les moyens, les joueurs de très haut niveau, il faut qu'ils prennent quelqu'un. Ouais. Ça, c'est une Moi, ça certitude. fait bien longtemps que c'est une réflexion que je me dis, si je devais reprendre ma carrière à zéro, partir dès mes 18 ans avec, tu vois, un nutritionniste, un psychologue et un prépa physique, Ouais. ou voire même un kiné, un Ouais. médecin, ou qui, tu sais, qui te connaît depuis le début, quoi, Bien parce sûr, que suffit que tu changes de club. Et je trouve que, surtout avec ces métiers-là, la confiance, c'est tellement clé. complètement. Tu vois, c'est pas forcément bosser avec le meilleur, mais si, rien que bosser avec un kiné, si t'as pas confiance, ou il fait une erreur une fois, Ouais. je trouve que c'est très dur après de, tu Ouais, vois, de ouais, refaire confiance. t'as raison. Mais moi d'ailleurs, c'est une des plus-values que je vois avec ce truc-là. C'est-à-dire que dès que moi je sais qu'il y a un joueur qui a un staff perso, qui le suit depuis de longues années, bah tu vois, être en contact avec ces gens-là, c'est un gain de temps énorme parce que ces gens-là les connaissent parfaitement les joueurs. Ils vont distiller, en donner quelques programmes, mais ça, c'est à la rigueur, tu mets ton ego de côté. Ouais, j'allais dire, Parce que c'est de l'ego, c'est ça. ouais, parce que l'objectif, en fait, ce que tu veux, toi, tu travailles. Ça dépend pour qui tu travailles, en fait. Mm. Là, dans mon cas, je travaille pour un club, tu vois, ou une fédération, tu vois. Donc, t'es là pour que le club ou la fédération, ton équipe, performe. Donc, il faut que tu fasses les choses qui pensent que tu penses qu'ils vont aider l'équipe à performer. Donc, si le joueur est bien, il va performer. Si tu penses que son staff perso, par sa connaissance, par son expertise, peut l'aider, il faut que tu laisses ce lien-là. Sinon, c'est une Ouais, erreur, c'est tu quand vois. même gage de professionnalisme. Bah, complètement, Mm. tu vois. Bah, là, je discutais avec le staff de OKC par rapport à Ousmane Dieng qui me posait des questions. Et on a fait 2 visios et voilà, ils me demandaient comment ça va se passer le travail physique. Je lui dis attention, je vous explique tout de suite. Ousmane Dieng, vous le connaissez 10 000 fois mieux que moi. Vous l'avez dans votre franchise, il est là tous les jours, etc. Vous le suivez. Donc si jamais vous avez une trame qui vous paraît intéressante, vous me l'envoyez et moi je vais rester là-dedans. Je vous fais confiance parce que je vous connais. Après évidemment je vais manager les charges d'entraînement par rapport à ce qu'on va faire sur l'aspect basket et collectif. Mais je dis ça n'a pas de sens moi d'arriver et de dire non on va faire ça, moi je pense que. T'as pas l'impression que les jeunes prépa physique, ils ont un peu du mal avec ça? Mais c'est normal. C'est J'ai l'impression normal, mais c'est normal, t'as envie d'exister. Ils viennent un peu montrer C'est qu'ils normal, connaissent. mais c'est normal, c'est logique. Faut comprendre. Et quand t'es jeune, tu débutes. Enfin, on est tous passés par là. Moi, à 22, 23 ans, j'étais pas le même qu'aujourd'hui, tu vois. Là, j'ai plus de recul et plus de calme sur les choses pour voir les choses comme ça. À 23 ans, je sais que j'aurais pas vu, et d'ailleurs, je n'ai pas vu les choses comme ça, tu vois. Ouais. Tu vois, ça vient avec le temps. Heureusement qu'on se bonifie avec le temps, parce que si on faisait que vieillir, ça serait quand même con. Hein. Ouais, moi aussi, on va dire que je suis plus mature. Exactement. Toi, t'as vu quand même beaucoup de joueurs au final. Ouais. Des grands joueurs, des joueurs NBA, des joueurs... Et ma prochaine question, c'est pas forcément par rapport au niveau, mais si tu devais maintenant parler d'un joueur avec peut-être la meilleure éthique de travail. Je parle notamment sur le niveau prépa physique, quoi. Il y en a plein qui m'impressionnent. Bon, tu les connais tous. David Anderson, tu l'as côtoyé. C'est Bien quelqu'un sûr, qui est impressionnant et qui, moi, a changé ma façon de voir la préparation physique. Qui avait d'ailleurs un Australien qui le suivait. Complètement, avec qui je suis encore en lien, avec qui on échange et qui, d'ailleurs, donc, toi, on a collaboré sur David quand il est venu, très librement. Et il y a 2 ans, il m'a envoyé un joueur de foot australien de très, très haut niveau à Lyon pour que je le voie pour sa cheville et pour que je travaille avec lui. Donc tu vois, c'est un lien de confiance qui se tisse et ça fonctionne bien. Et David est quelqu'un, bon voilà, qui adorait jouer en fait sous courbature. C'est quelqu'un qui a changé ma vision des choses parce que il a dit voilà, il a tellement de pathologies physiques etc. que sur le papier tu te dis il peut plus jouer au basket en fait. Et le mec en fait, il avait besoin d'une charge de travail extrêmement conséquente pour garder ses muscles sous tension, limite courbaturés, mais pour que tout réagisse. Et au départ, tu te poses la question mais pourquoi ? Et en fait, quand tu relis aujourd'hui toutes les théories sur la force musculaire, etc. Et ça vient de plus en plus, même les kinés aujourd'hui deviennent de plus en plus actifs sur le travail physique en te disant que c'est plus que de la récup, quoi. C'est ton muscle qui doit être actif, il doit être fort, qui limite à être peut-être plus sous tension que relâché. Et lui, il l'a fait d'une manière un peu, pas empirique, mais tu vois, parce qu'il avait le ressenti. Et c'était extraordinaire de le voir se balancer ses séances de squat le matin d'un match. Ouais, c'est vrai qu'il squattait tout le temps. C'était assez incroyable, tu vois. Ouais. Donc voilà, tu as un garçon comme ça. Après, évidemment, un garçon comme Nando De Colo est quelqu'un d'assez assez exceptionnel, quoi, parce que de par son passé, tout ce qu'il a fait, le voir encore aujourd'hui arriver 2 heures avant tout le monde à la salle, parce qu'il a son truc, il fait ses massages, ses machins, il vient en muscu. Tu vois, lui et Geoffrey, c'est 2 garçons qui sont capables de m'appeler régulièrement
la veille des entraînements. Ok. Ils m'appellent, qu'est-ce qu'on fait demain? Comment tu vois les choses? Ah, t'imagines, ça veut dire que les mecs, ils sont quand même tout là-haut, ils sont proactifs, ils sont investis, ils ont besoin de savoir, et tu construis quelque chose. Donc ça, c'est des choses qui sont, Ouais, voilà, puis qui c'est sont le juste intéressantes, milieu, quoi. je pense, hein, tu vois, entre avoir l'expérience, mais quand même Exactement, réussir à se dire, bon, j'ai vu des choses, mais c'est pas non plus mon métier. exactement. Donc peut-être Exactement, c'est demander tout au à fait gars ça. qui sait mieux, Ouais, quoi. c'est tout à fait ça. Donc ça c'est vachement intéressant. Donc là, c'est les 3 noms que je pourrais te donner. Mais c'est vrai que David, moi, c'est aussi le gars qui a tout changé. Parce qu'en plus, je trouvais qu'il avait quand même la bonne mentalité entre en dehors, voilà, tout le temps aller vouloir prendre un café, Et ouais, tout à fait. Ouais. une bière, voire plus. Mais le lendemain, il a jamais séché une séance de squat, quoi. Exactement. Et c'était assez impressionnant, Exactement. quoi. Livio Jean-Charles, par exemple, c'est aussi un exemple. C'est quelqu'un qui a connu des pathologies extrêmement graves, entre les croisés, les ruptures du psoas, à l'INSEP, on va pas tout détailler, tout son truc, et qui, en fait, c'est par le travail qu'il a continué à faire une carrière, et qui fait une très belle carrière, et qui joue encore, quoi. Il s'est envoyé, voilà, c'était 1 heure avant l'entraînement en muscu, c'était 45 minutes après les entraînements, tous les jours, tous les jours. Bon, c'est une vraie belle discipline, et c'est sûr que s'il fait pas ça, il peut pas faire la carrière qu'il a fait, quoi. Non, c'est bien. C'est que des joueurs au final qui ont réussi, tu vois. Donc Ouais, complètement. c'est Mais encourageant. j'en oublie, j'en ai rencontré un paquet, hein, j'en oublie certainement d'autres, hein, mais c'est... Et la prochaine question, c'est plus sur les. T'as dû voir des monstres athlétiques. Ouais. Est-ce que t'as un exemple d'un mec vraiment impressionnant? Bah, en fait, tout dépend, parce que pour moi, tu vois, l'athléticité, si on peut dire, elle a plusieurs facteurs, tu vois. Quelqu'un qui est très endurant, qui va être tout le temps en mouvement, qui a une activité énorme, finalement, c'est quelqu'un d'athlétique. Tu vas avoir des gens qui sont extrêmement verticales. Bon, voilà, le dernier en date, Yves Pons, c'est quelqu'un, c'est monumental comme qualité de détente. Et un mec comme ça, comment t'arrives encore à. Tu le fais plus progresser, un mec comme ça? Non. T'es plutôt, moi, quand je vois des mecs comme ça, et il y en a d'autres, c'est plutôt, t'as envie justement d'être focalisé sur qu'est-ce qui peut le sauver, parce que tu sais que les contraintes qu'il va mettre sur le terrain en termes d'impulsion sont énormes pour son corps. Donc tu vas être plutôt dans un travail de prévention. Tu vas vraiment être dans quelque chose pour que la machine, elle puisse fonctionner longtemps. Tu vois, Ouais. c'est tellement bon, ça sert à rien de le faire sauter plus haut. Après, il va faire quoi? Il va se mettre la tête dans dans les néons de la salle, ça sert à rien, quoi. Franchement, c'est impressionnant. Tu vois, donc t'as des garçons comme ça. Moi, un garçon comme Gershon Yabusele, extrêmement impressionnant. Quand tu fais le rapport taille, poids, puissance, capacité de sprint, bah, c'est un truc de malade, quoi. Ah c'est ça. Et puis évidemment, après, si tu vas dans les grands gabarits, des Victor Wembanyama, des Youssouf Afal, des Rudy Gobert, voir Rudy Gobert faire des squats pas complets, mais des squats profonds, c'est extraordinaire pour des mecs de cette taille-là. C'est exceptionnel. Tu vois Victor faire des grands écarts. Mais c'est fou que tu le vois bouger, que tu le vois courir. J'ai encore des vidéos de lui en train de faire des départs de sprint qui sont coordonnés. T'as l'impression de voir un sprinter, mais le mec il fait juste 2,25, quoi. Et Yves Pons, je me souviens, veille du concours de dunk au All-Star Game, Ouais. donc 2022 si je dis pas de bêtises, il a passé au moins 30 minutes à faire des exercices pieds nus. Complètement. En fait, on en a discuté. Il est venu me voir un jour pour parler et il me dit voilà, qu'est-ce que tu penses? Tu vais faire le concours de dunk et j'aimerais bien le faire pieds nus. Il me dit qu'est-ce que t'en penses? Je dis t'es un grand malade, mais je lui dis c'est vachement bien parce que je pense qu'effectivement si tu y arrives, tu vas gagner parce que t'as tout, t'as le show, etc. Et il me dit qu'est-ce que t'en penses par rapport au travail? Je dis faut juste que qu'on travaille autour des pieds, parce qu'évidemment tu vas mettre des grosses contraintes, tu es habitué de les mettre avec des chaussures, il faut que tes intrinsèques du pied soient beaucoup plus forts et qu'on travaille autour des pieds. Donc on a commencé à travailler ça. Je sais que lui il a fait beaucoup de choses pieds nus. Je me souviens qu'à Barcelone je l'ai fait courir, on avait 2 jours là-bas, je l'ai fait courir ou travailler les appuis athlétiques pieds nus sur un parquet. Enfin voilà, c'est des choses qu'il a mis en place pour préparer son pied, pour éviter d'aller péter une aponévrose sur une impulsion intense pieds nus, quoi. Ouais. Et tu vois, quand tu parles du travail pieds nus, travail des pieds, etc., c'est un truc qu'on a incorporé cette année. Ouais. Est-ce que tu vois des aspects comme ça? Est-ce que tu aurais pensé un jour travailler sur les pieds il y a Non. 20 ans, par exemple? Non, pas du tout. Ça, Pas c'est du tout. totalement... Ouais, complètement. Ouais, il y a des modes un peu comme ça, on dirait, non? Ouais, des modes où du coup, comme tu maîtrises certaines choses, tu vas maintenant aller chercher des détails vraiment plus précis, tu vois. Les gens évoluent, et puis aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'argent dans l'univers de la préparation physique. Donc, c'est-à-dire que
T'as des gens qui vont créer comment dire, des cours particuliers sur des aspects moteurs spéciaux, précis. T'as beaucoup plus de formations précises. Donc aujourd'hui, le travail du pied, il arrive et il est effectivement très très intéressant. Et tant mieux qu'aujourd'hui, on s'intéresse à ça. Et toi, tu vois des parties du corps que tu penses que ça va être un peu l'avenir et qui vont... Parce que t'es le premier qui m'avait parlé du travail cognitif. Ouais, bah justement, j'allais te dire ça. Je pense qu'un truc, tu vois, quand on parle de fatigue, on parle beaucoup de fatigue. Donc aujourd'hui, on évalue la fatigue des joueurs pour savoir où ils en sont, comment ça va. Donc t'as évidemment des signes structuraux du muscle, donc des courbatures ou des petites lésions musculaires. Donc ça, c'est de la fatigue. T'as de la fatigue énergétique. Tu vas avoir de la fatigue aussi que tu vas appeler mentale, donc lassitude, etc. Mais tu vois, la fatigue, donc la fatigue de la force musculaire, donc tu vas être moins fort quand tu es fatigué que si tu es en état de fraîcheur, donc tu peux le mesurer par des tests et dire bon, on est un peu fatigué, etc. Mais il y a un truc qu'on ne mesure pas trop encore, c'est la fatigue cognitive. Le premier qui m'ont parlé de ça, c'est en 2014, c'est un mec du Stade Toulousain. Je vais au Stade Toulousain passer un peu de temps et il me dit qu'il fait donc du neurotracker. Je sais plus si c'est en lendemain de match, mais pour évaluer la fatigue cognitive en fait. Okay. Et je trouve ça mais extrêmement intelligent. Alors je sais pas si tu veux scientifiquement et dans l'approche c'est quelque chose qui est valable, mais en tout cas la réflexion de mettre un outil de mesure sur de la fatigue cognitive. Balles, hein. Ouais, explique vite fait ce que c'est le neurotracker. Bah en gros tu as un suivi t'as des balles qui sont immobiles et puis d'un coup qui vont se mettre en mouvement dans un champ, donc un champ en 3D. Tu dois les suivre avec tes yeux et après tu dois les repérer. Donc après il y a plusieurs niveaux, tu vois, de difficulté. Et donc plus tu passes des niveaux, plus tu as un score important. Donc en gros le postulat de base c'est de dire bah en gros tu fais tel score, quand tu es en état de fatigue, ton score il va être inférieur, ta performance va être un peu altérée. Et voilà, et je trouvais ça intelligent. Et donc du coup je pense que ça c'est quelque chose d'important. Tu vois, une fatigue cognitive, tu peux pas la mesurer, mais elle va t'impacter en basket dans l'adresse. Tu vois, elle va t'impacter dans peut-être tes choix décisionnels, peut-être dans ta capacité à comprendre les consignes d'un coach, tu vois. Donc peut-être que si tu sais que tu es dans un état de fatigue cognitive, peut-être que le coach, il le sait, qu'il allait donner, il peut simplifier son discours ou ses attentes. Enfin, tu vois, c'est le truc un peu... mais c'est des choses intéressantes et je pense qu'on y viendra. Et tu vois, pour l'anecdote, neurotracker, moi j'en fais beaucoup. Ouais. Et il y a une fois où vraiment j'étais... Julien Souton, pareil que j'interviewerai dans le podcast, il m'a dit là t'es vraiment mort quoi. Et ça se voyait. Ouais. 3 jours plus tard je me fais une entorse tout seul quoi, tu vois. Ouais, non, c'est des choses je pense qui sont en lien. Moi de toute façon je te le dis aujourd'hui, bon toi tu le sais depuis longtemps, mais à mon sens je pense que le mental c'est beaucoup plus important que le physique. Tu vois. Est-ce que tu penses que nous là, pareil dans le basket, j'ai l'impression qu'on a toujours... je vais pas être méchant, mais 5-10 ans de retard. Tu me parlais du travail cognitif en 2016. Je crois que tu me parlais du Barça aussi. Ouais. Est-ce que ce travail-là pour le basket, est-ce que c'est le présent, c'est le futur, c'est déjà le passé? Tu vois, c'est... Ouais. Après, ça, je suis pas assez expert basket, mais c'est vrai que pour avoir vu beaucoup de coachs, etc., tu vois pas beaucoup de travail cognitif comme tu peux voir dans le foot, notamment sur la prise d'information, tu vois. Ça, tu vois pas. Et même chez les jeunes, j'ai vu énormément de centres de formation s'entraîner. C'est pas quelque chose qui est développé, tu vois. Dans le foot, c'est quelque chose qui est de base, quoi. Tu vas jouer avec 4 couleurs différentes, tu vas croiser les terrains, tu vas mettre des signaux ou des choses à l'extérieur du terrain, donc ce qui veut dire que les joueurs ils jouent en même temps, ils doivent être attentifs à les choses extérieures, donc tu travailles la vision périphérique. Enfin, il y a beaucoup de choses, tu vois. Et c'est sûr que ça, j'ai pas trop vu encore dans le basket. Après, j'ai pas vu le monde entier. Mais moi, il me semble que c'est quelque chose qui sera peut-être dans le futur, peut-être que les nouvelles générations de coachs, tu vois, parce qu'aujourd'hui il y a une nouvelle génération de coachs qui vont arriver, donc ils vont avoir plein d'idées, ils vont peut-être être très curieux, ils vont peut-être aller voir ce qui se font dans les autres activités, etc. Et ils vont prendre des choses à ce niveau-là, tu vois. Parce que ça, c'est aussi une richesse, c'est que dans le coaching, dans cette approche-là, c'est aller voir de ce qui se fait dans les autres activités, tu vois. Parce que, clairement, mais c'est un truc auquel je pense depuis longtemps. Tu te dis avec les athlètes qu'on a, les potentiels qu'on Bien a, sûr. t'arrives à... Parce qu'on va pas se mentir, hein, la plupart... Niveau vision de jeu, ouvrir le champ et tout, c'est compliqué. Bon, ils ont d'autres qualités. Alors, est-ce que ça vient du travail ou est-ce que ça vient de la détection ? Parce qu'il y a deux choses. Il y a des choses, tu sais, des apprentissages, il y a des gens, ils n'ont pas cette faculté d'apprentissage et de développer
Voilà. Donc tu penses toi, que même par si on exemple, les entraîne, c'est toi, pas par possible. exemple, même si je te prends à 20 ans et que je te fais travailler comme un ado, tu vas jamais sauter comme Yves Ponce. Oui, bien sûr. Tu vois. Et pourtant, tu vas travailler sérieusement, etc. Donc, tu vas développer de la... Mais tu sauteras pas à ce niveau-là. Donc, peut-être qu'il y a des gens dans la capacité d'apprentissage, ils l'ont pas, tu vois. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est lié à ce que tu fais dans ta formation? Peut-être. Ou est-ce que c'est lié aussi aux gens que tu intègres dans ton process de haut niveau, dans tes détections? En gros, le joueur petit, endurant, par contre, qui a tout compris, qui voit les choses, etc. Est-ce que dans une détection de jeunes, est-ce qu'il est vu? Non. Sûr. Ou est-ce que tu privilégies le mec qui prend le ballon de sa ligne de fond, qui sprint tout terrain, qui va mettre le lait de l'autre côté? Je te parle de ça parce que je suis dedans avec mes enfants. Je fais des détections aujourd'hui, mais j'en fais depuis, ça fait 2 mois que je fais que ça avec mes enfants sur la détection. Et je me pose la question, je me la suis déjà posée en tant que... Parce que j'ai coaché en foot, là, je ne l'ai pas eu dans le truc, j'ai coaché en foot en pré-formation dans un centre de formation professionnel. Donc des gamins de 12 ans à 15 ans, et j'étais responsable donc, du suivi de l'entraînement, mais aussi de la détection. Donc j'ai détecté des gamins de 10 à 12 ans, et je me suis énormément questionné là-dessus, tu vois. Mais ma question, c'est le gamin qui court le 100 mètres en 10 secondes, si tu l'entraînes d'une certaine façon pour développer tout ça. Ouais. Tu vois, parce que c'est aussi très jeune, les mecs sont tellement dominants. Ouais. Tu vois, notamment, moi, je vois des gamins, ils sont dominants, 13 ans. En face, il y a une équipe qui va faire zone. T'entends les coachs qui disent « Ah, mais c'est pas juste, ils font zone. Ouais, les parents, ils font zone. » Mais au final, ça peut peut-être plus lui apprendre de choses de jouer contre une zone à 13 ans que d'aller juste tout droit et de marquer. Donc, est-ce que si tu, par exemple, tu vas faire travailler des 1 contre 1, mais par contre, tu lui dis « T'as pas le droit d'aller au cercle. Tu vois, tu dois... Enfin, tu mets des challenges. Ouais. Est-ce que un gamin comme ça, il y a pas de raison qu'il puisse pas, tu vois, développer ses qualités, non? Les développer, oui. Jusqu'à quel point, je sais pas. Ça, tu sais pas. Nul n'est... personne n'est égal par rapport à l'apprentissage, la faculté de progression. Et ça, c'est des choses, c'est très difficilement, je trouve, mesurable. Surtout sur les aspects cognitifs et compréhension du jeu, quoi. Okay, bon, tu vois. Mais après, tu vois, il faut aller plus loin. Alors là, on va parler de formation, mais tu vois, c'est... Par exemple, tu vois, il y a des choses qui sont... le surclassement, c'est-à-dire qu'un garçon qui va dominer une catégorie par une supériorité athlétique, tu dois le surclasser pour qu'il soit en difficulté, en fait. Je pense que... Alors, dominer, c'est bien, mais à un moment donné, il faut être en difficulté, sinon tu crées rien. C'est pour ça que tu as des petits qui vont se retrouver vite en difficulté quand ils sont petits, parce qu'ils vont faire qu'ils développent d'autres facultés pour se débrouiller sur le terrain de basket, parce qu'ils n'ont pas la domination physique. Et derrière, quand ils vont grandir un petit peu, et tu vas voir qu'ils vont développer d'autres trucs. Et tu vois, dans le foot, c'est souvent que tu changes de poste. Donc, par exemple, c'est vrai que ça m'a toujours choqué. Un attaquant, il passe défenseur. Ouais, un attaquant, tu vois. Moi, au centre de formation, on me demandait un attaquant qui est très fort. On me disait, fais-le jouer un petit peu défenseur dans le couloir pour développer des... Mais tu lui dis, ouais, et le gamin, au départ, il tique. Et toi aussi, tu tiques parce que tu vas pas gagner le match. Tu vas pas gagner le match parce que ton meilleur joueur, il est pas au bon poste. Ok. Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Quel est ton objectif? Et c'est là toute la clé de la formation. C'est quoi ton objectif? C'est une vision à court terme. Tu veux gagner le match du samedi et être champion départemental ou champion régional? Ou est-ce que ton objectif, c'est de former des gamins et aider un garçon à se développer pour l'avenir, tu vois? Et ça, pour moi, si tu fais ça, tu dois accepter d'être en difficulté dans les matchs. Peut-être de les perdre, mais tu dois accepter d'être en difficulté, que ton gamin soit en difficulté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais après, j'ai l'impression que tu as les coachs qui vraiment sont là-dedans et les coachs qui se forment plutôt eux-mêmes, tu vois. Et qui vont faire jouer les gamins d'une façon déjà comme des seniors, tu vois, dans la charge d'entraînement et essayer de gagner des matchs. Ouais, mais ça, c'est le système qui est mauvais aussi. Tu peux pas en vouloir au coach parce qu'aujourd'hui, un coach, il va grimper dans les échelons s'il a des résultats, même chez les jeunes. Exactement, ouais. Et alors ça, j'ai l'impression qu'au foot, tu me dis si je me trompe, mais tu entends beaucoup plus parler des formateurs. Tu vois, lui, il a formé lui. Lui, il a formé lui. Un peu plus, mais encore pas assez. Un peu plus, mais encore pas assez, je pense. Je pense que tu es encore dans les résultats, dans la culture du résultat. Ok. Ouais. Mais un peu plus quand même, c'est vrai que tu as plus ça, tu as plus cette vision avec du recul. Mais tu vois, j'en avais parlé dans un autre podcast, moi j'adorerais que des coachs ils soient payés et prennent une commission, un bonus si son gamin il signe pro dans 2 ans, tu vois ce que je veux dire? Là tout le monde serait plus motivé. Hein. Ben ouais, et du coup tu changes ton objectif et tu changes ton approche de l'entraînement et tu vas donner des choses un peu différentes, ça serait top ça. Et en parlant des jeunes, sur la prépa physique, toi t'estimes que... Quel âge c'est raisonnable pour commencer? Qu'est-ce qu'on appelle la préparation physique? Pour moi, la première préparation physique, c'est être en activité. Et les gamins, il faut qu'ils soient actifs.
Il faut qu'il soit actif tout le temps. Donc, dès l'âge de 7 ans, il faut qu'il soit actif, il faut qu'il puisse jouer. Évidemment, aujourd'hui, c'est compliqué parce que tu vois, la culture des écrans, etc. Mais il faut qu'il joue et qu'il fasse du sport. Donc, ça, c'est la première des choses. Et après, la préparation physique, à purement parler, elle peut arriver, on va dire, à 11-12 ans. Tu vois, à 11-12 ans, tu peux mettre du travail un peu de posture. Tu peux mettre des situations de gainage très rapides. Tu peux enseigner un peu les assouplissements. Des choses comme ça, tu vois. Mais C'est des choses où c'est un peu touchy ou enfin je veux dire, je peux aller sur internet trouver des. Je parle si je suis une personne lambda, hein. ouais, je pense. Tu Ouais, peux. ouais, je pense. Après, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que évidemment, tu copies le monde pro. Donc, tu vas voir des choses pour les enfants qui sont calquées en fait du monde pro. Donc, par exemple, tu vois, l'échelle de rythme, c'est le truc qui peut me donner le plus de frissons, dans le mauvais sens du terme. C'est vrai. Bah ouais, parce que l'échelle de rythme, tu vois, t'as vu 3 pros faire de l'échelle de rythme avec un ballon, c'est vrai que c'est joli. Ouais, ouais. Tu vois, c'est Instagrammable, c'est beau, donc, et ça peut avoir l'intérêt. Mais quand je la vois posée pour des enfants entre 10 et 15 ans et qu'on me dit on fait de l'éducation, de la motricité athlétique, ah bah non, là non. Bah là, on n'y est pas du tout, parce que le principe de l'athlétisme, c'est d'avancer un centre de gravité. Donc de balancer son centre de gravité d'un point A à un point B. Et donc dans une échelle de rythme, avec des carrés de 40 cm, ton centre de gravité, en fait, il n'y est pas. Tu es dans un piétinement, donc tu as une qualité du pied, etc. Une coordination peut-être très très fine qui est intéressant pour le basketteur, parce que les appuis, mais tu n'es pas dans un travail athlétique. Pour moi, et j'en ai encore parlé, tu vois, dans le club où j'ai mis mes enfants, ils sont tous venus me voir, ils m'ont dit Échelle de rythme. trouve-nous des exercices avec l'échelle de rythme pour travailler. Mais je les ai tous chopés, quoi. J'ai dit non, mais vous arrêtez, en fait, vos gamins. Vous allez juste accepter qu'ils aient une double licence et qu'ils ratent un entraînement par semaine. Parce qu'ils en font 3 ou 4. Ils vont juste rater un entraînement par semaine de basket. Je ne sais pas si vous allez survivre, vous, mais eux, ils vont survivre. Et vous allez les mettre au club d'athlé, puisque c'est un club omnisport, au club d'athlé qui est là. Et une fois par semaine, ils vont aller faire de l'athlétisme. Une fois par semaine. Et alors, ils vont aller faire du lancer de vortex, ils vont apprendre des choses, ils vont faire des gammas athlétiques tous les jours, ils vont faire des courses et ils vont s'amuser. Parce que, bon, moi, ma fille, elle l'a fait, donc je vois, c'est très bien fait. Les éducateurs, ils sont tip-top. Ils vont s'amuser et ils vont te développer naturellement en une année tout ce que toi, tu vas vouloir travailler pendant 7 ans avec ton échelle de rythme et que tu vas pas réussir. Ton travail de pied, ta qualité d'appui, l'engagement de tes fléchisseurs devant ton déplacement du bassin et tout ça. J'avais lu Tim Grover, il en parlait, tu sais, le gars de Michael Jordan, et il a aussi coaché Kobe après. Ouais. Il disait que, bon, Kobe Bryant, footwork incroyable, et il a dit, tu le mets sur une échelle de rythme, il est incapable de... Bah oui. Il a dit ça, il est pareil, il pensait comme toi, il disait, Bah ouais. c'est le truc qui... Non, ça a son sens, ça a son utilité, mais pas pour l'éducation athlétique. Mm. C'est l'éducation. Et chez les enfants, c'est de l'éducation athlétique. Et faire plusieurs sports, là, tu m'en avais souvent parlé en disant Ouais, justement que les bien sûr. Américains, ils en font Bien sûr. jusqu'à très tard. Ouais. Quel sport un peu tu conseilles Bah, l'athlétisme, pour moi, c'est le numéro 1. C'est Ok. celui qui va te donner vraiment les basiques de tout, de la coordination, de la course, les lancers, les sauts. Enfin, c'est vraiment extrêmement riche. Tu vois, tu vas apprendre les gammes athlétiques que les basketteurs font dans un échauffement, par exemple. Bah, entre quelqu'un qui a fait de l'athlé et quelqu'un qui n'en a pas fait, tu vas voir la différence. Bah tiens, tu prends Yves Ponce, c'est un athlète, c'est parce qu'il a fait de l'athlé et puis il a des gammes athlétiques de très haut niveau, tu vois. Victor Wembanyama, il a fait de l'athlé, non? Ouais, il en a fait aussi parce que son papa est très sensible à ce niveau-là, tu vois. Je crois que c'est son papa qui a fait de l'athlé et donc du coup, il en a fait. Papa, maman, athlétisme, maman, instit. Et oui, mais C'est le combo gagnant quand même là. Hein. Exactement. et pour moi, et tu vois, je suis persuadé aujourd'hui que les joueurs de très haut niveau, ce sont des gens qui, dans leur enfance, ont été en contact avec quelque chose de très particulier et qui ont développé leur point fort. Voilà. Et donc, je pense que si tu es mis entre 7 et 10 ans sur de l'athlétisme, de la course, etc., et là, tu vas pas me dire que c'est grave de pas faire 4 fois par semaine du basket à ce moment-là. C'est vrai que je trouve que les jeunes, ils font beaucoup d'entraînement. Ben, bien sûr qu'ils font beaucoup d'entraînement. C'est un truc de fou. Ouais. C'est un truc de fou. Et bah, si tu les mets dans des sports comme ça, ils vont te développer une motricité. Donc l'athlétisme, moi je pense que les sports gymniques vont t'apporter du gainage. Et tu vois, par exemple, le trampoline, le repère dans l'espace. Le basket, c'est quand même un sport de saut finalement. Tu as quand même de la verticalité, donc le repère dans l'espace. Donc ça, c'est intéressant. Et après, il peut y avoir un sport co de grand terrain ou autre chose, tu vois, qui peut développer d'autres aspects sur la course, sur l'aérobie, tu vois, sur l'endurance, pour éviter d'être sur un sport de petit terrain très rapide, parce que tu vois, le basket, t'es que sur des petits terrains. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc là, on a parlé des jeunes au niveau des vieux. Ouais. Tu penses, là, on voit de plus en plus de joueurs, enfin, que ce soit dans tous les sports, jouer jusqu'à 40 ans, voire plus. Tu penses que ça va aller jusqu'à où, ça va... Tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut jouer jusqu'à 45 ans
Bon, on va forcément en trouver, hein, mais il y en a, c'est exceptionnel. Hein. Il y en a, c'est exceptionnel. Mais aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est des mecs qui ont. C'est des profils aussi, tu penses Ouais, c'est des profils. C'est quand même des mecs, quoi qu'on en dise. Alors, certains ont une hygiène de vie un peu hors basket. Tu vas aller voir boire des canons ou fumer des cigarettes. Mais moi, je les ai beaucoup observés. C'est quand même des garçons qui ont des routines de préparation, d'avant-match, etc., extrêmement sérieuses. Donc, ce qui veut dire que s'ils l'ont avant le match, ils l'ont aussi quand même dans leur quotidien. Donc, ces mecs-là, ils sont aussi donné la chance de pouvoir jouer un peu plus vieux. Et puis, c'est aussi des garçons qui vont pas jouer que sur leur qualité athlétique. Ouais, tu vois souvent leur jeu évolue ouais. Et du coup, au niveau de la récupération, on voit quand même beaucoup de gadgets maintenant. Ouais, beaucoup, ouais. T'en penses quoi de tout ça un peu? Bah, encore une fois, c'est qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met sur le planning une séance de récup et ils font du bain froid et on est content et limite on sort le champagne. Pouah, on est les meilleurs. Mais il faut bien comprendre. Gun, t'en penses quoi du gun? Oui, non, mais c'est des outils. C'est des outils. Mais en fait, c'est le sommet de la pyramide. C'est comme tu conduis une voiture, tu mets pas d'essence, elle est belle, t'as une belle clé, elle s'ouvre, mais t'as pas d'essence, donc ça roule pas en fait, t'es con quoi. Et là, la base de la pyramide, c'est le sommeil. Et le sommeil, pareil, il n'y a pas non plus forcément de vérité, c'est d'avoir une routine de sommeil. Tu peux avoir, comme toi, je sais que t'es calé à dormir assez tôt, avoir des heures de sommeil, etc. Ça, c'est quelque chose de positif. T'as des gens, un mec que tu connais très bien comme David Lighty, il va avoir un sommeil un petit peu plus différent, c'est-à-dire qu'il va s'endormir à 4h du matin, se réveiller peut-être à 8, par contre il va refaire une sieste de 2h30, 3h, il va redormir peut-être des fois un petit peu à 19h, mais il va quand même se... Enfin tu vois, mais par contre ils ont un rythme, ils sont calés là-dessus, ils vont jamais rater un rythme. J'ai mal à la tête rien qu'à écouter sa routine là. Tu vois. Mais t'en as plein qui ont des routines comme ça extrêmement surprenantes, mais tant que t'as une routine déjà sur le sommeil, c'est déjà que t'as une routine et t'as quelque chose que ton corps et que toi t'acceptes, donc ça c'est bien. Évidemment, la nutrition, qui est fondamentale. Donc déjà, sur la récupération, si tu fais ça et ça, c'est altéré. Bah, en gros, tu vois, le truc, ce qui est extraordinaire, c'est, voilà, tu fais un déplacement, tu vas jouer je sais pas où, tu prends le bus, tu rentres à 5h du matin, tu as fait 10 heures de bus, d'accord ? Tu t'es arrêté sur la route pour manger, où les joueurs sont libres de manger leurs bonbons, boire des sodas, manger le vieux panini où tu sais que la viande, c'est même pas de la viande, c'est un truc industriel, voilà. Domino's Pizza, les pizzas industrielles et tout. Tu rentres, par contre, tu organises une séance de récup cryo à 16h. Mais là c'est exceptionnel. Ouais, non, mais là, c'est extraordinaire ce que tu fais. Ouais. C'est extraordinaire. Ça, c'est formidable. C'est comme faire le ménage et autoriser la personne à rentrer avec des chaussures pleines de boue. Ben, en fait, ça sert à rien. Fais pas le ménage, en fait. On balancera pas le nom de quelqu'un qu'on connaît très bien, qui aimait bien la sortir, mais qui se travaillait son game ready partout en Europe. Voilà. Tu vois. Donc, ça n'a ni queue ni tête. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Manu, merci. Avec plaisir, Nico. Voilà pour la première partie de notre conversation avec Manu. Maintenant, je vous propose un petit bonus avec son retour sur les JO de Paris 2024. Salut Manu, merci de m'accorder un peu de ton temps là en pleine préparation avec l'Asvel pour faire un petit retour par rapport à ton expérience aux Jeux Olympiques. Je voulais déjà savoir, est-ce que tu étais encore sur ton nuage ou tu étais de retour on va dire dans le train-train quotidien et dans la préparation avec l'Asvel? Bah, tu sais, j'ai eu 5 jours de vacances, on a repris avec l'Asvel et du coup, tu retombes, alors je vais pas dire dans la routine et le train-train quotidien, mais tu vois, tu retombes dans tes pré-saisons, tu connais hein, les joueurs qui arrivent des fois avec des petits pépins, les hors de forme, enfin le quotidien, quoi, préparer ton équipe. Donc du coup, t'es plus là en train d'apprécier les choses. Et tu vois, hier soir, on revenait de déplacement d'un match de préparation et j'écoutais l'émission d'RMC de Stephen qui interviewait Evan. Parce que j'aime bien écouter Evan parler, parce que j'adore son franc-parler. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé sur First Team. Voilà, c'est cool. Et donc, à un moment donné, ils ont repassé un extrait radio du match justement contre le Canada, tu vois, où il se passe des paniers de fous, où il y a une émotion. Et le fait de entendre ce petit extrait radio m'a fait dire que j'ai pas encore tout à fait réalisé que, tu vois, qu'on a fait ça, qu'on a vécu ça, parce que c'était de l'écouter à la radio, c'était la folie, quoi. Donc je pense que je vais juste avoir besoin, tu vois, peut-être de me poser dès que j'ai le temps et de re-regarder les matchs en fait, tu vois, regarder les matchs avec un autre œil, parce que quand t'es dedans en fait, de le revoir de l'extérieur pour se rendre compte vraiment
de la qualité des matchs et de ce qui a été fait. Et toi, du coup, comment tu as géré l'ensemble de la préparation pour les JO, donc que ce soit surtout sur la période de préparation, donc il me semble que c'est 6 semaines. Comment toi, tu as géré ça en amont, du coup? En fait, ce qui était un petit peu différent d'habitude, c'est le fait que c'était très rapidement à la fin de la saison. Et donc, on avait un groupe qui était extrêmement hétérogène au niveau des états de forme. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui avaient arrêté depuis 3 mois, il y a ceux qui ont eu des saisons blanches, il y a ceux qui ont terminé la saison une semaine, 4 jours avant même la date du rassemblement. Donc en fait, on avait des états de forme très hétérogènes, donc il a fallu avoir une grosse adaptation par rapport à ça. Et donc moi dans mes contenus, mais moi aussi dans ma connexion avec le staff technique, avec Vincent, sur les charges d'entraînement, pour essayer justement d'avoir les joueurs qui sortent comme Gershon, qui sortent de compétition en Espagne, etc. Donc ils sont à la fois en forme et à la fois un peu fatigués, avoir un petit peu des aménagements dans les séances et par contre plutôt exposer les joueurs comme Evan ou comme Franck qui manquaient forcément de temps de jeu et de rythme de match, tu vois. Après, le reste, si tu veux, les contenus à côté sur le travail physique, c'était un petit peu comme d'habitude. Mais vraiment, ce qui différenciait, c'était cette originalité de par le calendrier. Tu vois, d'habitude, on commençait un petit peu plus tard, donc tout le monde arrive à peu près pareil. Là, c'était quand même très différent. Et puis, il y avait aussi une volonté de Vincent d'insister fort sur la défense et donc sur l'intensité, sur les tags. Et donc, ça nécessitait aussi dans la préparation physique d'avoir quelque chose de très très adapté pour répondre à cette intensité-là. Ok. Et tu parlais de différences dans la forme physique selon, par exemple, le championnat où tu jouais. Ok, bon, bah, t'es pas sélectionneur, c'est pas toi qui sélectionne. Mais est-ce que tu avais, tu vois, je pense que tu juges souvent sur le moment. Ouais, Tu vois ce joueur, bah, tu te dis, ouais, il est bien en forme. Mais est-ce que tu penses que pour un sélectionneur, ou toi, est-ce que tu avais des feedbacks à donner de ce côté-là oui, pour dire, bon, bah attention, lui, il a oui, l'air peut-être oui. un peu moins bon, Ah oui, mais c'est oui. aussi à cause d'eux, tu vois. Bien sûr, ouais, ouais, il y avait forcément, effectivement, je l'ai pas noté, mais c'est vrai que l'autre originalité et spécificité de cette préparation, c'est on avait une sélection à faire, donc on avait un groupe de plus de 20 joueurs, on savait qu'une liste de 12 devait être faite assez rapidement, donc c'était déjà un peu la guerre et la concurrence, mais en même temps il y avait aussi des informations à donner au sélectionneur pour lui permettre de partir avec des joueurs aptes physiquement, aptes athlétiquement, et il y avait forcément des interrogations par rapport à certains joueurs qui ont connu des blessures dans le mois précédent ce rassemblement, ou ceux qui n'ont pas eu de compétition dans l'année en fait. Donc là, il y avait des vraies interrogations, il y avait des vrais doutes à lever. Donc là, c'était aussi une de mes missions, d'arriver à lever ces doutes pour que la sélection puisse se faire correctement et que le sélectionneur parte pas avec des joueurs qui soient pas aptes à disputer cette compétition à haute intensité. Ok, et enfin, je pense que toi aussi tu l'as ressenti, un vrai changement de dynamique entre les matchs de poule et les phases finales. Est-ce que pour toi ça reste vraiment, alors on a tout lu, tout entendu, enfin que ce soit Ouais. des changements tactiques, au niveau mental, il y en a qui ont parlé d'aller à la guerre contre le Canada, etc. Est-ce que pour toi c'est vraiment que une dynamique différente au niveau du mental, du basket, de la tactique, ou toi aussi sur le plan physique? Je sais pas si tu avais prévu ça, tu vois, de monter en puissance au fur et à mesure, Non, non, ou non, alors non, 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 non. tu peux toujours réécrire l'histoire après, tu vois. Non, non, clairement, l'idée c'était d'être prêt dès le premier tour parce que l'objectif vraiment était de terminer premier du groupe. Parce que Ok, en terminant deuxième, on avait peur justement d'un quart de finale très difficile. On avait peur aussi de se retrouver du côté des Américains. Donc l'idée était vraiment de terminer premier du groupe, donc d'être en forme sur la phase de poule. Alors évidemment, on savait qu'on avait deux matchs, le Brésil et le Japon, qui étaient sur le papier un peu plus abordables. Donc c'est sûr que si t'es pas prêt, pas en rythme, on va dire à ton 100% sur les deux premiers matchs, c'est pas si grave si tu les prends, etc. Tu vois, mais l'objectif, il n'était pas d'avoir un état de forme optimal sur le quart de finale, hein. C'était le premier quart de finale pour nous, c'était l'Allemagne, quoi, qui s'est d'ailleurs ok, très très mal passé, puisqu'on en a pris une belle. Non, là, le facteur, alors effectivement, il y a eu des ajustements tactiques, il s'est passé des choses en interne, et le facteur, il est extrêmement mental, tu vois. Il est complètement ok, mental même, donc c'est ça qui est exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les dynamiques de groupe, c'est fragile dans un sens et dans l'autre, et en 3 jours, tu es capable de switcher sur des leviers très différents, et d'avoir une équipe qui devient, bon évidemment inarrêtable, le terme est un peu fort,
mais en tout cas qui devient extrêmement soudé, avec des joueurs qui sont prêts à aller à la guerre, les uns pour les autres, et vraiment envoyer de l'intensité sur le terrain tous ensemble. C'était assez extraordinaire de l'intérieur de vivre ce changement et d'avoir cet état d'esprit d'union d'équipe, les joueurs et aussi avec le staff. Et ce switch en l'espace de 3 jours, je te jure, c'était quelque chose d'assez improbable. Comme si, tu sais, t'es au bord du précipice, t'es au bord de mourir, et puis en fait, t'as une réaction de survie, quoi, en fait, tu vois. Ouais, exactement. C'est vraiment un switch de 3 jours, quoi. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être au match. Je t'avais parlé avant le quart de finale. Tu sentais Ouais, que tout le monde était très fermé, à la fois très concentré. Et les 5 premières minutes, elles sont parfaites. Et, ouais, euh, et moi, en regardant le match, je me suis dit, le Canada, ils ont fait tout ça pour ça, quoi, pour que pour les 5 premières minutes, en fait, enfin, tu vois, ils ont plus du tout le momentum, quoi. Tu vois, ouais. le fait d'avoir laissé une équipe, enfin, t'étais à 2 doigts de pouvoir l'achever. Alors voilà, la France, ils ont joué le coup parfaitement. Bah, t'emmènes la salle avec toi et ouais, c'était. Enfin, je pense que de toute façon, j'ai l'impression que les Français sont jamais aussi forts que quand tout le monde pense que c'est fini, quoi, tu vois. Exactement, exactement. Mais là, en plus, tu vois, ça s'est senti assez rapidement. Tu vois, les 2 jours de préparation, 2, 3 jours de préparation du Canada, tu voyais que tu avais une qualité d'écoute et d'investissement de la part des joueurs qui était supérieure. Ok. Donc, voilà, tu sentais qu'il allait se passer quelque chose. La vraie question, c'était est-ce qu'on avait les capacités suffisantes pour renverser le Canada et tenir sur 40 minutes ce genre d'intensité, ce genre de retournement de situation, parce qu'en fait, on l'a jamais fait. Tous les Mm. matchs amicaux, on a été incapable de le faire. Les phases de poule, on a été incapable de le faire. Donc en fait, on n'avait aucune certitude par rapport à cette possibilité-là, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment un match assez incroyable. Je me souviens encore quand ils reviennent à -6, je crois, et qu'il y a Ouais, Shai qui a deux lancers qui loupe les deux. ouais, tout à Je me fait. dis, je me dis là, c'est peut-être le vrai tournant, quoi, parce que s'ils reviennent à -4, c'est Ouais. plus le même match, quoi. Et derrière, je Non, crois qu'ils c'est ont plus le scoré un match, ouais. truc comme ça. Voilà, en Ouais, tout cas, ouais, ouais. super, super fin de compétition. Et toi, d'un point de vue, bon, t'es habitué à avoir du haut niveau, t'es habitué à avoir de l'Euroleague, ça reste des athlètes exceptionnels déjà, mais là, on touche vraiment au top mondial. Est-ce que d'un Ouais. point de vue athlétique, physique, il y a des joueurs qui t'ont marqué, et même si c'est des joueurs que tu avais peut-être l'habitude de voir à la télé, voilà, en réel, ça t'a semblé encore plus impressionnant. Ouais, ce qui m'a vraiment impressionné, alors je l'avais déjà vu l'an passé sur la Coupe du Monde, parce qu'ils nous avaient broyé, mais l'intensité physique, athlétique des postes extérieurs du Canada, c'est des machines de guerre, quoi. C'est une intensité défensive. Je me souviens, donc on a fait un scrimmage contre eux à Orléans et un match amical 2 jours plus tard. À chaque fois, j'ai été extrêmement impressionné. Et pourtant, effectivement, j'ai l'habitude de voir des équipes de Euroleague qui défendent fort, avec des forts joueurs à ce niveau-là. Mais autant réunis sur une même base arrière et sur un secteur extérieur, waouh, tu vois, ça, j'avais Ouais, jamais trop vu. Et puis après, évidemment, quand tu croises les Américains, bon, évidemment, ça fait toujours quelque chose de les voir. Tu te rends compte même de la densité physique d'un LeBron James quand même. Voilà, je crois que son premier panier, il attrape le ballon, il file comme un autobus et il finit au dunk. Enfin, c'est quand même assez impressionnant, ouais. Mais le Canada, vraiment, le secteur extérieur du Canada m'a vraiment impressionné. contre le Canada, donc voilà, j'étais juste 3 rangs derrière le panier. Et je sais pas si les gens ils se rendent compte le nombre de fautes qu'il y avait qui n'ont pas été sifflées. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? bien Mais des sûr, deux côtés, hein. bien sûr. Des deux côtés. Et vraiment, des fois, je pense que tout le monde sortait pour 5 fautes si les arbitres ils avaient décidé tu vois, d'être pointilleux, on Ouais, va dire, tu vois. Et je pense ouais, qu'ils ont ouais, laissé jouer. complètement. Et des fois, c'était vraiment ultra physique. Ce que Mathias, il leur a fait Brooks, tu vois, dans sur le, le dans le post-up. scrimmage qu'on fait, Brooks, il fait 5 fautes rapidement. Ok, Et les coachs se mettent d'accord pour le laisser pour jouer. que à 5 fautes, tu laisses jouer. Je crois qu'il a dû Ok, terminer avec 8 ou 9 fautes, quoi. ouais, ouais. Il Et là, joue c'était, encore, c'était il un peu matraquait encore. le. C'était, Il y a ça qui m'a impressionné. Il y a l'impact physique de Mathias Le Sort, qui, bien sûr. voilà, je le connais depuis qu'il était à Chalon en cadet. Mais là, même Ouais, sur des super athlètes comme ça, tu te dis, on aurait dit des enfants des fois. ouais. Et moi, il y a le Shai qui m'a vraiment impressionné dans le sens où je vois encore une action où il y a Andrew qui lui saute dessus, alors qu'il l'avait Mhm. pas vu arriver. Il arrive à garder le dribble en ne perdant pas la balle devant Andrew à ce moment-là, en parlant à un coéquipier, en regardant les 24 secondes et en Ouais, ouais. parlant à l'arbitre en même temps.
Et là, tu te dis, Lui, waouh, au lui, niveau, tu sais, coordination, etc., c'est il a une impressionnant. maîtrise, agilité, il maîtrise tout, quoi. C'est une évidence. Ah, c'était beau. Et alors voilà, encore une fois, c'est pas le même niveau, mais est-ce que toi, de toute cette expérience, tu retires peut-être une chose ou deux que tu penses que tu peux transposer à l'Asvel ou sur un futur club, peut-être si tu pars ailleurs une fois. Ça me confirme surtout que les leviers de dynamique de groupe sont les plus importants. Voilà, ça je l'avais déjà en tête. Que c'est beaucoup plus important que les aspects préparation physique et même parfois que les aspects un peu tactiques. Et que c'est très compliqué d'avoir cette cohésion et cette croyance en un projet commun, tu vois. Ouais. Mais il y a des leviers qui existent, etc. Et que le jour où tu as un coach, mais il y en a un qui maîtrise bien le sujet, mais le jour où tu as un coach qui aura vraiment les secrets et vraiment la sensibilité là-dessus de maîtriser à chaque fois ces dominantes-là, il aura des résultats presque tous les ans, quoi. Parce que c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui te fait passer d'une équipe éliminée au premier tour à une équipe où t'es à 2 doigts d'aller gagner le tournoi, tu vois. Donc ça, c'est Exactement. juste la confirmation de ça. Et après d'autres confirmations aussi voilà, bon, moi, le travail au quotidien avec quelqu'un comme Isaiah Cordigné ou même comme Mathias, qui sont des garçons très sérieux. Alors je passe Nando aussi, parce que Nando, évidemment, extrêmement sérieux, mais voilà, la continuité, la régularité dans le travail, bah, tu vois que finalement, ça paye, en fait. Tu vois, d'avoir de l'assiduité, d'avoir de la discipline. Qu'est-ce que tu appelles par régularité là sur une compétition comme ça dans le travail quotidien? Par exemple, Mathias s'impose 20 minutes de travail physique assez intense après chaque entraînement, tu vois. Ok. Parfois en post-game. Voilà, Isaiah, c'est des routines de préparation quotidiennes très précises. C'est du travail des fois post-practice aussi un peu plus intense. Mais tu vois, c'est une vraie discipline, c'est tous les jours, hein. C'est pas, voilà, c'est pas une fois, je fais ça dans la semaine, etc. C'est tous les jours, c'est réfléchi, c'est planifié, c'est organisé. C'est adapté par Ok. rapport à un sentiment, un état de forme. Voilà. Alors là, j'ai cité ces joueurs-là, mais évidemment, je pourrais citer aussi Victor, d'autres. Il y a beaucoup de choses. Mais là, c'est les deux qui me viennent à l'esprit parce qu'ils ont fait un tournoi costaud et qu'à la base, on les voyait pas forcément tout de suite dans ce rôle dominant, tu vois, comme Ouais, Isaiah exactement. et Mathias à la fin. Ouais. Tournoi costaud, je pense que c'est vraiment le mot. Ouais, Pour les deux, là, c'était impressionnant. c'est clair. Bon, merci Manu. Bonne chance. J'espère que tu vas transposer ça avec l'Asvel pour gagner plein de matchs en Euroleague. Juste essayer de perdre contre Limoges et après pour le reste de la saison, Non, on te souhaite bonne chance. si on bat Limoges à l'aller en retour, on a réussi notre saison, c'est bon. Bon, bah ça va être compliqué. Voilà. Merci Manu. Merci à toi, Nico. Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux de Lab Basketball pour découvrir tous nos projets. À bientôt!